Je vais essayer de me connecter au haut in motion et au flow. Je suis très heureuse d'être ici, puisque je suis lilloise. Je suis née à Lille, j'y ai grandi, dans le Vieux-Lille, j'y ai fait mes études. Et après des séjours à Tokyo et à Londres, je me retrouve en 97 à Paris. Je rentre dans une petite agence de communication qui a ramené des États-Unis une technologie extraordinaire. De l'affichage gigantesque. Donc en fait, on avait la possibilité d'habiller des supports aussi fous que des bus, des façades d'immeubles en travaux, des tours de la Défense. Donc inutile de vous dire qu'en pleine Coupe du Monde en 98, on s'est énormément amusé. On était les précurseurs en France, on était les seuls à le faire et c'était extrêmement grisant. Quelques années après, j'ai été recrutée par une agence de communication prestigieuse qui m'a demandé de venir parce que j'étais du coup spécialiste de l'affichage grand format. J'avais un très bon poste, une équipe formidable, des clients motivants et motivés. Et j'ai continué à vendre ces affichages qui étaient de plus en plus grands et de plus en plus nombreux. Et puis surtout, j'ai travaillé et travaillé et travaillé. Je prenais tous les projets qui arrivaient, enfin trop en tout cas. Et je suis tombée. Surmenage. J'ai fait un burn-out, un très méchant burn-out. Alors un lundi, je me souviens très bien de ce jour parce qu'il est marqué dans du marbre, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était le lundi 8 mars 2004, il y a très exactement 10 ans. J'ai pris une décision qui a été salvatrice. J'ai décidé de quitter cette entreprise. Alors, il faut être honnête, ça fait très peur, c'est quand même un saut dans le vide, mais c'était vraiment nécessaire et j'avais un énorme besoin de nouveauté et de liberté. Donc je me suis remise en forme, c'était très agréable. Et puis quelques temps après, je me suis retrouvée devant cette page blanche à écrire. Et j'avais 3 certitudes. La première, j'avais envie de sens. La deuxième, j'avais très envie de continuer à créer, à innover. Et la troisième, je voulais me reconnecter à des choses qui me touchent depuis toujours, la préservation, la restauration des objets anciens ou des vieilles matières. Je regarde des initiatives sur Internet, beaucoup d'initiatives qui se font un peu partout en France, dans le monde, et puis je tombe sur des designers, des gens qui font des choses très intéressantes avec des matières qui récupèrent et qui transforment en des objets très jolis. Et ce qu'on appelle aujourd'hui en fait l'upcycling. Upcycling, c'est remettre dans un cycle, mais up avec une notion supérieure en termes de valeur, qu'elle soit esthétique ou qu'elle soit d'usage. Et puis je tombe notamment sur une très jolie marque qui fait des sacs à partir de bâches de camion. Pour être honnête, moi la bâche de camion, ça ne m'intéresse pas plus que ça, et ce qu'ils font, ils le font très très bien. En revanche, moi j'avais fait quoi? J'avais pendant 7 ans vendu des toiles publicitaires géantes. Alors, ce matériau, il est quoi? Il est extrêmement solide et imperméable, forcément, puisqu'on est sur des cadres gigantesques. Il est coloré, il est plein de design. Vous imaginez que si on découpe chacun de ces petits morceaux, on retrouve des pièces uniques. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que rien, à l'époque, ne se faisait ni dans le recyclage et encore moins dans la transformation. Je me suis lancée dans cette aventure et j'ai décidé de donner une nouvelle renaissance, une nouvelle vie à ces toiles publicitaires géantes. Alors j'ai créé ma société, Bilom, dont les fondamentaux, qui sont l'ADN de la marque, sont les suivants. La création d'une collection de sacs et d'accessoires et de pièces uniques qui ne soit réalisée qu'à partir de matières récupérées. La deuxième, avec une confection de qualité et surtout française. Et croyez-moi, à l'époque, il y a 10 ans, la confection française, ça faisait rire quelques personnes. Mais j'y tenais beaucoup. Je voulais voir les gens avec lesquels je travaillais. Et donc voilà, le projet, à l'état de projet. Et je vais donc voir les annonceurs qui étaient avant mes clients. Et j'ai essayé de les persuader de me léguer ces toiles publicitaires géantes pour surtout récupérer leurs droits d'image, puisque c'est quand même des visuels de publicité. Il y a eu un scepticisme général ambiant assez fort, mais ils ont tous été bienveillants et coopérants, puisque je n'ai pas eu trop de problèmes à récupérer ces toiles. Donc me voilà un dimanche matin, devant un grand magasin boulevard Haussmann, puisqu'on ne démonte pas ces toiles en pleine semaine. Et puis j'arrive et je me retrouve devant une toile qui était démontée, qui m'était destinée, sauf que j'avais jamais vu des toiles par terre. Moi, les toiles, je les voyais de la fenêtre de mon taxi quand j'étais sur le périphérique parisien et que j'allais vérifier qu'elles soient bien installées, joliment montées, etc. Et là, je me retrouve avec une toile qui fait la taille et le poids d'un canapé.
J'étais venue en scooter. C'était assez compliqué. Je vous ai montré 2 petits exemples. Vous avez Pierre, par exemple, un de nos collaborateurs, qui s'amuse sur la corniche de l'hôtel de Crillon. La bâche fait 1200 mètres carrés. Là, il est sur un 150e d'un morceau de l'hôtel de Crillon. Et Thomas à côté qui joue sur la rambarde du château de Versailles. Pareil, une bâche qui faisait 950 mètres carrés. Donc inutile de vous dire que c'est juste gigantesque. J'étais donc venue en scooter, donc les poseurs ont eu la gentillesse de me ramener la toile chez moi. Donc je me retrouve dans la cour du Louvre. Je me retrouve dans la cour de mon immeuble parisien. Et là, sous l'œil médusé, mais vraiment médusé, de ma concierge, qui ne m'a pas aidée pour autant, je me suis retrouvée à couper des longues lamelles de bâche, de 1 mètre de long, que je roulais et que je remontais dans mon appartement, au 6e étage évidemment, sans ascenseur. Et puis après, au fur et à mesure de ce dont j'avais besoin pour les collections, je recoupais des petits morceaux de 1 mètre carré que je nettoyais dans ma baignoire. Alors ça m'amuse beaucoup parce que quand je pense à ceux qui ont créé leur start-up dans un garage, moi c'était sous les toits de mon petit immeuble à Paris. Et puis voilà, ça ne suffit pas d'avoir la matière, il faut les ateliers. Je suis allée voir des ateliers, 2 ateliers de sellerie, de maroquinerie, parce qu'il faut savoir que cette matière est donc extrêmement solide et se travaille comme du cuir. Donc je suis allée voir des selliers qui m'ont littéralement jeté. Ils étaient outrés que j'ai le culot de leur ramener une matière qui avait déjà servi. Ça ne m'a pas décontenancé, mais ce n'était pas très agréable. Mais bon, j'ai trouvé un autre atelier, un 3e atelier qui était un ESAT, Établissement et Services d'aide par le travail, qui accueille des personnes handicapées. Ça a été extraordinaire, parce que cet ESAT a d'abord formidablement bien accueilli ce projet, parce qu'on ramenait de la couleur dans cet atelier, et puis c'était un atelier qui avait un savoir-faire, un outillage extraordinaire, puisqu'il faisait avant des cartables. On ne fait plus de cartables en France aujourd'hui. Donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour reprendre de la maroquinerie haut de gamme, et donc on s'est lancé dans l'aventure avec eux. Et là, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'ils m'ont laissé prendre... Enfin, j'y ai passé énormément de temps. Alors c'était marrant, parce qu'au début, les travailleurs m'appelaient docteur, les 2 premiers jours. Mais j'y ai passé beaucoup de temps et j'ai appris chacun des postes. Je passais par chacun des postes. La coupe, la préparation des anses, les œillets, etc. Je connais tous les travailleurs. On a échangé des choses incroyables. Enfin, c'est le travail en France, voir les personnes avec qui on travaille, c'est un enrichissement extraordinaire. Et puis, de prototype en prototype, d'essai en essai, on a fini par créer une petite collection qu'on avait envie de porter, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est que je ne voulais pas récupérer de la matière pour récupérer de la matière. Ce que je veux, c'est que cette matière, à la limite, quand on voit le sac, on ne se dise pas « Ah tiens, c'est de la matière récupérée ». À la limite, c'est ça, son supplément d'âme. On ne le sait pas forcément, on le voit parce qu'on le voit par l'étiquette qu'on rajoute au sac. Et donc, je vais voir le salon Who's Next, qui est le salon de la mode pointu, et qui m'offre un stand. Donc, c'était très encourageant. Et donc, on s'installe au Who's Next, et là, on commence à vendre dans des boutiques prestigieuses. Le Printemps Design à Beaubourg, le No Shoes au Crotoy, Isetan à Tokyo. Et puis, on ouvre notre propre boutique en ligne. Et puis, assez rapidement, les annonceurs, qui nous cédaient leur toile, ont commencé à nous demander s'ils pouvaient récupérer les choses qu'on faisait dans leur matière. Parce qu'en fait, finalement, on travaille leur couleur avec une façon de faire qui est plutôt vertueuse, avec cette confection française. Et donc, on a commencé à travailler de plus en plus avec les professionnels pour travailler leur toile publicitaire géante. Et puis, il y a 3 ans, les choses ont continué à bouger. Il y a 3 ans, nos clients nous ont demandé d'aller plus loin que la toile publicitaire. En fait, finalement, on est un peu leur laboratoire d'idées et de design dans toute cette thématique. Ils nous ont demandé de travailler sur d'autres matières qui allaient être éliminées, parce que c'est quand même un très gros problème pour les sociétés. Ça a un impact environnemental qui n'est pas négligeable, et en plus, la réglementation est de plus en plus draconienne, heureusement d'ailleurs, sur le sujet, alors qu'en contrepartie, certaines de ces matières font partie intégrante de leur histoire. Et donc, on a commencé à travailler d'autres matières. Tout à gauche, par exemple, vous avez le Prince de Galles, hôtel 4 étoiles parisien, qui, il y a 3 ans, est parti dans une totale rénovation de l'hôtel. Ils nous ont demandé de venir visiter l'hôtel et de leur créer un objet patrimoine qui allait faire vivre l'hôtel pendant les 1 an de la rénovation. Et donc, on a créé ce cabas qui a été fabriqué au cœur de Paris par un ESAT, atelier textile. 500 pièces numérotées qui ont été revendues et distribuées à leurs meilleurs clients. À côté, vous reconnaissez peut-être un merveilleux 5-mâts. Les voiles de bateau sont une matière... Alors, les voiles de bateau, pour ceux qui sont voileux, je ne sais pas si le terme se dit, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup dans les ports. Depuis toujours, en fait, les pêcheurs ont bien compris que la voile de bateau, c'était quand même... Enfin, pêcheurs, pardon, Bon,
La voile de bateau, c'est très solide et depuis toujours, on la récupère et on en fait même des sacs pour mettre les nouvelles voiles, etc. Mais là, donc, dès que les voiles sont démontées, on leur recrée une collection de cabas ou d'autres objets. Là, j'en ai montré qu'un. Là, un nouveau projet qui a 1 an, qui est très intéressant puisque beaucoup d'annonceurs communiquent sur de l'affiche. Et donc, on travaille une collection de papeterie à partir d'affiches publicitaires. À côté, ça c'est très symbolique pour nous, on vient de récupérer le drapeau du Grand Palais qui fait 24 mètres carrés, c'est très grand, 24 mètres carrés, qui est changé régulièrement et sur lequel on est en train de travailler une collection de trousses iPad et d'autres objets. Et puis enfin, un dernier objet qui a beaucoup fait parler, jusque CNN, qui nous en va parler, les gilets de sauvetage d'Air France qui ont une durée de vie limitée, qui heureusement ne servent pas et qui donc sont transformés en petites trousses plutôt qu'elles ne soient brûlées. Voilà, c'est ça la nouvelle révolution qu'on a engagée chez Bilhomme, c'est donner une nouvelle vie à des matières, mais pour faire des objets patrimoine et héritage des marques. Aujourd'hui, on a transformé 12 matières. On est encore sur des nouveaux projets. On a des clients, des très gros clients qui nous demandent de carrément réfléchir sur des projets transversaux. On est en train d'étudier le flux d'objets et de matières qu'ils éliminent pour créer des objets avec une valeur ajoutée, tels que ceux qui étaient derrière moi. Et puis, on est en train aussi d'intégrer leurs équipes. Donc on est en train d'intégrer les collaborateurs dans la créativité de ces projets. Donc c'est un nouveau métier dans notre métier. En chiffres, ça veut dire quoi? À fin 2013, on a produit 50 000 pièces. Ça représente 25 000 mètres carrés de matière. Ça représente 10 tonnes. Alors bien sûr, 10 tonnes, en face des 350 millions de tonnes qu'on jette en France, c'est pas grand-chose. Mais 10 tonnes, c'est ce que jette un Français en 30 ans. Ça parle plus. Et puis surtout, 10 tonnes, ça veut dire que c'est autant de matière qui n'aura pas été éliminée, ou du moins pour lesquelles on aura prolongé la fin de vie. Et 50 000 pièces, c'est 50 000 pièces qui auront été travaillées avec une matière qui n'aura pas ponctionné de ressources nouvelles à la planète. C'est ça de gagner. Ça, c'est pour l'impact environnemental. Maintenant, je voudrais vous parler de l'impact social, de l'impact humain. C'est la fin. Malheureusement, l'écran n'est pas assez grand, sinon on n'arrivait pas à lire les noms. Il y en a beaucoup plus en dessous, normalement. C'est tous les gens qui ont participé de très près à cette aventure. En premier, ce sont les amis et la famille, qui m'ont bien entendu encouragé, mais qui m'ont surtout donné, pour beaucoup d'entre eux, énormément de temps. Ça va de la constitution du logo à la réalisation du business plan qui m'a permis de lever des fonds. Tous ces gens m'ont permis, tous ces proches m'ont permis de partir d'un projet et d'en faire une réalité. Et c'était le moment ou jamais de leur rendre hommage. Ensuite, vous avez tous les collaborateurs, passés ou présents, qui m'ont rejoint dans l'aventure pour continuer à développer. Vous avez également tous les ateliers d'insertion sociale que l'on appelle de façon ponctuelle pour venir nous aider au nettoyage ou à la préparation des matières. Et enfin, vous avez tous les ateliers. Plus de 90 personnes qu'on voit très régulièrement, puisqu'on travaille aujourd'hui avec 7 ateliers, dont 4 ESAT, et qui sont de véritables partenaires. Je vais me permettre de parler en notre nom à tous, et même au nom en disant les choses ont beaucoup bougé sur cette thématique. Et on est nombreux à faire ça et on a beaucoup de confrères et consoeurs et je crois que je peux me permettre de parler au nom de tous. C'est extrêmement enthousiasmant de faire quelque chose qui a un impact positif, aussi modeste soit-il. Et enfin, pour conclure, je voudrais citer Thierry Touvenot, qui résume parfaitement ce qui nous anime. On ne fait pas la révolution avec du concept, mais avec du désir. Merci.